Bonjour à tous, on va feuilleter ensemble mon petit dictionnaire des synonymes. Je vais faire quelques pages, on va s'arrêter sur quelques lettres, quelques entrées. Ça sera pas forcément représentatif de tout le bouquin parce que le bouquin il est assez dense et assez varié. Donc des fois il peut y avoir quelques blagues potaches, des fois c'est plus sérieux, des fois il y a des références à la musique, au cinéma. Et des fois des extraits, des parodies d'œuvres. Voilà. Donc c'est une vue partiale et partielle du, du dico. Alors, je commence par caractérisation des personnages, c'est la lettre C, donc la lettre C elle commence par ça, la première entrée c'est caractérisation des personnages. C'est hyper important effectivement quand on écrit un bouquin ou un scénario, avant tout on doit s'attacher aux personnages. Sinon si on s'en tape de leur vie, bon ben on suit pas vraiment l'intrigue quoi. Donc j'ai d'ailleurs un slogan, c'est l'identification, c'est la clé. Parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse s'identifier au personnage pour pouvoir vivre la vie, ressentir les émotions. Sinon, on est à l'extérieur total et on reste pas spectateur très longtemps. Alors s'identifier, je fais la nuance aussi, ça veut pas dire qu'on va comprendre le personnage et qu'on va adhérer en fait à sa façon de voir les choses, à sa façon d'agir, mais au moins on va au moins comprendre pourquoi, tel qu'il est, il agit comme ça. Voilà, il y a une certaine cohérence chez un personnage, et donc voilà, il faut pas simplement qu'il y ait, on n'est pas obligé de s'identifier, mais il faut qu'il y ait un minimum d'empathie. Voilà, qu'on puisse comprendre ce personnage si on veut suivre l'intrigue. Voilà. Donc, vite fait, hein. Chaque personnage est caractérisé par un physique, des attitudes, un langage, sa place dans la société, sa panoplie vestimentaire, et à chaque fois, bien sûr, il y a un petit paragraphe, j'explique par exemple les attitudes, les mimiques, comportements, agitation, position, tic, caractère. Alors des fois, je déroule simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire et puis passer et oublier. Non, ça veut dire que quand on dessine un personnage, il faut s'intéresser à chacun de ces petits trucs. Et des fois, je développe un petit peu plus. Après, ça m'arrive de terminer par une petite blague potache. Par exemple, là, je marque attention toutefois, dans une dystopie présentant un monde parfaitement égalitaire, inutile de parler de niveau social ni de salaire. Et bien sûr, dans un film porno, pas de vêtements, ou alors vraiment le minimum, sinon vous risquez de perdre votre public. Ça, c'est des petites bêtises pour des fois choquer le lecteur, des fois le tenir, des fois le provoquer, c'est-à-dire qu'il y a des fois ces petites piques, euh, c'est pour dire non, je suis pas d'accord, et parce que dans ce bouquin, dans ce dico, en fait, l'idée, c'est pas vraiment, c'est pas un guide, c'est plus un livre qui doit inspirer. C'est-à-dire, il va pas vous dire, comme dans Save the Cat par exemple, ou des bouquins sur la dramaturgie, il vous explique comment on fait. Là, non, on donne des règles, on donne les bases, et après, c'est libre à chacun d'avoir sa personnalité. Et ce bouquin, il a une telle personnalité qu'on ne pourra pas coller exactement à ce qu'il raconte. Voilà, parce qu'il part un peu trop dans tous les sens. Voilà. Alors après, bon, je reviens souvent sur éviter les stéréotypes parce on est entre artistes et donc même s'il y a des règles, tout le long c'est ça. L'idée c'est d'utiliser les techniques et les règles pour travailler, faire une œuvre qui soit personnelle. Donc à un moment, la règle, il va falloir la contourner, l'utiliser pour affirmer son identité. C'est vraiment ça l'idée. Ah oui, juste là, j'insiste là-dessus, parce que je trouvais que c'était intéressant pour un personnage d'affiner avec les synonymes. Par exemple, on me dit mon personnage est timide. Ok, mais il y a 1000 façons d'être timide. Donc je vous dis le petit truc. Un petit plongeon dans le dictionnaire des synonymes permet souvent d'affiner une idée. Le gars est timide, soit, mais encore. Est-il circonspect, craintif, gauche, gêné, hésitant? Tout ça, c'est des termes qui sont différents. Peaufinons encore, est-il intimidé ou mal à l'aise? Ne serait-il pas plutôt modeste ou bien timoré? Enfin voilà, je déroule tout ça pour dire que il suffit pas de dire mon personnage est timide, point, non. Alors si c'est un personnage peu important qu'on va rencontrer, un figurant, ok, mais si c'est le personnage central, ça vaut le coup d'affiner, de savoir comment est sa timidité. Voilà. Pour pouvoir
Alors, quand on écrit, dessiner au mieux le personnage, et quand on écrit un scénario ou quand on dirige un acteur ou une actrice, pouvoir dire à l'acteur, à l'actrice, voilà, il faut que tu sois plus comme ci, plus comme ça. Voilà. Ensuite, je continue l'essai cascade de. Ça, c'est le style. Donc, je passe de la dramaturgie au style. Le dico, il parle des deux. À la fois, on s'intéresse à comment on raconte l'histoire, en termes de nœud dramatique, en termes de personnages, en termes d'intrigue, et comment on écrit à la plume pour avoir un joli style. Donc là, c'est un petit article sur cascade de, éviter les de. Donc vous lirez, vous verrez, c'est rapide, il y a rien de compliqué. En général, il n'y a rien de compliqué dans ce bouquin. On comprend tout. Censure, autocensure, chapitre. Après, oui, ChatGPT. Là, je vous lis ce qui est marqué. Donc l'IA est, il faut bien l'avouer, d'une redoutable efficacité. Oui, alors, je me suis intéressé au problème, j'ai écrit un bouquin sur l'IA, donc je connais un petit peu le truc. Quand on écrit en tant qu'artiste, ça peut être une aide ou on peut s'en taper complètement et ne pas l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on écrit pour le plaisir, évidemment, on reste maître de ce qu'on écrit et donc je marque euh, l'IA est d'une redoutable efficacité, je m'en passe. J'aime écrire, c'est mon dada, mon plaisir, et je n'ai vraiment pas envie qu'on le fasse à ma place. Et je rajoute, on dit que les autres font ainsi, je ne suis pas les autres, merci. C'est une petite référence, si vous savez de qui je parle, mettez-moi-le en commentaire, je suis sûr que les filles elles vont trouver. On ne dit pas que les autres font ainsi, je ne suis pas les autres, merci. Un de nos plus grands poètes écrivains, je dirais. Alors ensuite, je parle des chefs-d'œuvre. Je fais un petit article sur les chefs-d'œuvre où je dis que les chefs-d'œuvre sont intouchables. Et pour montrer qu'il y a une dramaturgie dans ce dico, l'article d'après, c'est choix des mots. Et je m'attaque à un chef-d'œuvre, en l'occurrence Madame Bovary. Voilà, de Flaubert. où je décortique une phrase ou deux pour montrer qu'on aurait pu les tourner autrement. Et je me tourne moi-même en ridicule parce que bien sûr, on ne touche pas à Flaubert. Mais vous lirez et vous me direz si j'ai raison ou pas. Ah oui, après, il y a des citations sur l'écriture. Avant ça, dans ce choix des mots, ouais. Avant ça, il y a un petit exemple d'amphibologie. Et un hommage aussi à monsieur Antoine Albala, parce qu'en fait, toutes ces immenses connaissances que j'ai de l'écriture, du style et de la dramaturgie, bon, je les ai acquises en fait en travaillant moi-même sur mes romans, donc notamment Deux cadavres pour une Maserati, une comédie assez rocambolesque. Donc par la pratique et par la théorie, je me suis inspiré aussi de gens qui ont écrit sur l'écriture, dont notamment Antoine Albala, qui a écrit des bouquins super. Et donc à un moment, il donne un exemple sur l'art d'écrire, et j'ai repris plus ou moins son exemple. Alors dans des citations sur l'écriture, voilà, après je donne plusieurs citations. Pour donner l'idée du ton de ce bouquin, du dico, et alors il y a certaines citations qui sont tout à fait vraies, attribuées à leurs auteurs, et puis d'autres qui sont totalement farfelues, et, euh, et donc avec des noms complètement inventés. Donc là, je vous laisse voir, vous verrez. Et puis des fois, je critique un peu aussi. Par exemple, il y en a Marguerite Duras, sa citation, c'est écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Et je commente et je marque, eh ben tais-toi. Voilà. Des fois, je me fais plaisir. Il y a des petits trucs marrants. Alors, je pense qu'il y a des fois, ça vous ferait rire. Des fois, vous direz non, il abuse. Mais bon, ça, il n'empêche, on rigole, mais on apprend des choses. Vraiment, il y a énormément de choses dans ce bouquin. Bon, ça, c'est pas la version définitive, mais il y a plus de 220 pages, 200, je crois qu'il y a 225 pages sur la version que vous pouvez trouver. Et on apprend énormément de choses. Alors, des fois, même, je décortique un peu plus, il me semble, que ce que j'ai vu dans d'autres bouquins. Voilà. Là, je parle des clichés, ensuite, je parle du cliffhanger. Cliffhanger page turner, j'ai appelé ça. Après, le climax, hyper important, le climax, bien sûr. Donc, je fais un petit article sur le climax. Et puis, je pars sur quelques exemples, quelques climax remarquables. Tootsie, Titanic, Retour vers le futur, Rocky, The Game, Terminator. Bon, c'est des films connus. The Game, c'est peut-être le moins connu. Je vous incite à le regarder. C'est un film qui est génial. The Game. Excellent film. Et l'expédition qui confirme la règle.
Donc le climax, normalement toujours un peu vers la fin quand même, c'est le climax à la fin du film. Et donc l'exception, c'est il faut sauver le soldat Ryan. Pour ceux qui ont vu le film, le climax, il est au début, c'est le débarquement, c'est juste fou quoi. C'est la scène du débarquement, c'est incroyable. Ceux qui n'ont pas vu ce film, faut qu'ils le voient, vous allez être scotchés. Grand écran, le son à fond, et là ça va vous caler dans votre canapé. La scène du débarquement, elle est folle, c'est incroyable. Voilà, donc, mais globalement, le climax, c'est quand même plutôt à la fin. Et je fais des fois des références aussi à la musique, par exemple, pour le climax. Ça m'a semblé sympa et puis pertinent de parler du climax en musique. Alors, rapidement, je me suis pas étalé, mais bon, je cite le Boléro de Ravel. Vous réécouterez le Boléro de Ravel, vous verrez qu'il y a une montée vers un climax incroyable. Starway to Heaven, bien sûr, avec le solo. Child in Time de Deep Purple. Bon, moi, je suis plutôt rock'n'roll, hein. Donc, Child in Time de Deep Purple, il y a une montée et puis ça termine, c'est la folie quoi. Et bien sûr, on reste franchouillard avec la chanson française et puis Amsterdam, la version live de Jack Brel, c'est fou. Il faut le voir en live, il transpire, il est en transe. Donc c'est des exemples de climax. Et bon, c'est des exemples et puis après on voit comment on travaille tout ça, hein, bien sûr. Cohérence, Cohérence. Après, ah oui, après je pars sur COD puis COI. Comme quoi, des fois, c'est assez technique quand même, hein. Donc, quand on a une phrase qui est un peu longue, on a un COD et un COI. Comment on les place? Est-ce qu'on met le COI en premier, le COD en premier? Comment on articule tout ça? La longueur de chacun? Comment on ponctue? Donc là, je donne des petits exemples. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est ça en fait qui va faire que votre phrase, elle va être harmonieuse ou pas. Est-ce qu'elle va surprendre le lecteur? Si elle le surprend, il faut qu'il y ait la volonté de le surprendre. Il ne faut pas que ça soit une erreur. Voilà, on a mal écrit, on a fait un truc bizarre, le mec il s'arrête pour relire 50 fois. Non, il faut que ça soit la volonté de l'écrivain de surprendre ou la volonté de l'écrivain d'avoir un style fluide et qui coule. Voilà. Après, je fais un petit article sur les comédies. Compte à rebours, bien sûr, hyper important, un compte à rebours dans une intrigue. Ça peut être un outil. Il n'y a pas des comptes à rebours dans tous les films, dans toutes les intrigues. Dans les James Bond, c'est obligatoire, mais c'est un outil. Voilà. Après, je parle des conflits. Et puis après, il y a des conseils, des petits conseils. Conseils psychologiques, conseils techniques et conseils bidons. Le crescendo, je parle du crescendo parce que bien sûr, quand on a une intrigue, notre héros, il va être confronté en fait à des obstacles, ça va pas se passer sans mal, toute sa quête, et donc il doit y avoir un crescendo. Si l'obstacle le plus difficile, on le passe en premier, quel intérêt ensuite de lire la suite? Non, il faut que ça monte, voilà, en crescendo jusqu'au climax. Alors bien sûr que quand je parle du climax, il y a un article, enfin une entrée spéciale climax, mais ça se retrouve après dans les autres articles, donc dans le crescendo par exemple. Alors après je parle des critiques, avis et commentaires. Et puis après je parle des crocs MC. Tiens, les crocs MC, c'est ma façon d'analyser le style. Donc le style, il est défini par la clarté, la richesse du vocabulaire notamment, l'originalité, la couleur, c'est-à-dire les métaphores, la musicalité, c'est-à-dire le rythme et l'harmonie, et la cohérence. Voilà, les crocs MC. C'est une façon de s'en rappeler comme une autre. Et forcément, si vous écrivez, vous avez forcément un style, parce que vous avez forcément des qualités, donc de la clarté ou pas, de la richesse ou pas. Et ça, tout ça, ça définit votre style. Le but, c'est pas forcément d'aller vers toujours plus d'originalité ou plus de clarté. Il faut avoir son style, mais il faut savoir essayer d'avoir conscience de ses défauts, parce que le but c'est quand même d'être lu, hein, et de les travailler et d'affiner son originalité. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'aller choper le lecteur en affinant son originalité. Faut pas être trop original pour tout le monde va fuir, et faut pas être banal non plus, il faut pouvoir s'affirmer, montrer qu'on est un auteur et qu'on a des choses à dire à notre manière. C'est ça l'idée un peu. Cruauté. Ah ouais, alors cruauté, j'ai fait un article sur la cruauté parce que l'idée c'est soyez cruel avec vos personnages parce qu'en fait, pour que l'intrigue ait de l'intérêt, il faut que ça soit difficile pour les personnages. Si le personnage il doit escalader une montagne,
il faut que ça soit la galère, il faut qu'il y ait des avalanches, des pierres qui tombent, une cordée concurrente, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter. Donc il y a l'idée d'être cruel. Donc soyez cruel avec vos personnages, mais ce mot il est un peu fort. Donc je marque soyez cruel avec vos personnages. On ne le répétera jamais assez. Le conflit c'est la base pour qu'on s'identifie, etc. Mais je dis ne soyez pas sadique. Voilà, c'est là. Ça me tenait à cœur parce que on sombre facilement dans le sadisme en faisant trop. Et donc après, je cite carrément, il y a un petit article, un petit extrait en fait de l'histoire de France en fait de François Guizot qui nous parle de la Saint-Barthélemy et il explique justement que le rôle de l'écrivain c'est de raconter les faits mais sans s'apesantir en fait sur les moments les plus cruels et les plus fous de l'histoire. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça collait très bien à ce que je voulais dire et je suis plutôt d'accord avec ce qu'il raconte. Quand, ouais, enfin, ça, il faut qu'on sache exactement, quand on est historien, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc parfois, ça peut être dur à raconter, il faut le raconter. Mais quand on raconte une histoire, des fois, c'est pas la peine de trop en faire dans le sadisme ou dans le voyeurisme, parce qu'il peut y avoir une surenchère pour aller capter des lecteurs. Alors si c'est un style particulier, on fait du gore, on fait du thriller, ça peut s'entendre, et encore, voilà. Moi, je suis pas trop dans ce style-là, mais bon, encore une fois, on n'est pas obligé de coller à ce que je raconte, hein, loin de là. Voilà, on a fait le tour de la lettre C. Je vais faire comme ça, on va parler des lettres les unes après les autres. Là, ça fait 19 minutes. Après, bien sûr, alors l'idée c'est quand même que vous achetiez le bouquin, parce que c'est toujours mieux. Moi, je milite pour la lecture. Je pourrais vous lire mon bouquin, mais non, il faut l'avoir en papier. Et ce bouquin, et puis quelque part, c'est pas pour vendre celui-là, mais il y a une personnalité dans le dico. Et il y a des blagues dans le dico, il y a des références, et ça marche un peu de pair avec le roman, là, Deux cadavres pour une Maserati. Ah oui, puis il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que dans Deux cadavres pour une Maserati, il y a Stan, mon héros, et Ron, son copain, Lisa, l'héroïne, ils interviennent dans le dico. De temps en temps, ils ont des trucs à dire, il y a des petits dialogues, voilà. Et de temps en temps, on pourrait penser que c'est Stan qui écrit le dico aussi, voilà. Donc moi j'écris le dico, mais parfois je laisse la parole à Stan et à Ron qui vient rajouter des bêtises, bien sûr. Donc c'est souvent la touche un petit peu humoristique du dico. Bon, eh ben, bis à tous, à bientôt. Donc le Dico, comme l'autre, ils sont disponibles chez Amazon ou chez The Book Edition, je crois. Et bientôt dans toutes les librairies, mais bon, le temps que je m'en occupe, et je vous avouerai que j'ai pas que ça à faire. Donc pour le moment, c'est sur Amazon, j'ai mis un petit prix, pas trop cher. C'est un bouquin sympa, utile pour les écrivains, et marrant et utile pour tout le monde parce que même si on n'écrit pas, on apprend à voir la différence. Par exemple, cette histoire d'harmonie, COD, COI. On apprend à lire, à choper l'harmonie et à voir les cadences. Et au final, on prend plaisir à lire Racine, voilà, ou Molière. Chose qui ne coule pas de source, c'est pas évident. Quand on prend un bouquin d'un grand écrivain, parfois on se dit, on comprend même pas pourquoi c'est un grand écrivain. C'est que des fois, ça s'apprend en fait de lire, d'écrire. Et d'ailleurs, pour lire correctement, moi je conseille, les gens passionnés de lecture, il faut qu'ils écrivent. Parce que c'est en écrivant qu'on va se forger l'oreille et qu'on va comprendre les nuances. Pareil pour la musique. Je me suis mis à la guitare il n'y a pas très longtemps. Je découvre la musique en fait. J'ai toujours écouté de la musique, j'étais un fan de musique, j'écoutais énormément de musique, mais je peux dire que depuis que je joue de la guitare, j'ai une oreille différente, j'apprends à voir les nuances. Et j'écoute même de la musique classique, chose que je ne faisais pas avant. Voilà. Allez, je termine là-dessus. Quand on écoute de la musique classique, c'est pas une musique de bruit de fond. Voilà. J'adore les Beatles, j'adore Van Halen, mais on peut mettre du Van Halen ou de la country. On est en voiture, on roule et puis on discute et il y a de la country. Non, quand on écoute de la musique classique, il faut être tranquille et ça s'écoute tranquille. On discute pas, on lit pas, on écoute vraiment la musique classique peinard. Et pour les écrivains, c'est pareil. On lit pas dans le métro comme ça, non. Si c'est une œuvre littéraire, on se pose, on met pas de musique, il n'y a pas de bruit, on est tranquille, on est dans notre monde, dans notre bulle, et on lit notre livre. Voilà.
Je milite pour la lecture. La lecture de qualité. Et puis après, ça n'empêche pas de bouquiner. Bon, voilà, mon bouquin, vous pourrez le lire dans le métro, hein. Allez, bis à tous. Ciao.